Emmanuelle Wargon. Bonjour Emmanuel Le Chypre. Très heureux de vous accueillir pour ce teasing un petit peu, voilà, pour nous mettre en bouche avant le Digital Day One qui aura lieu au mois d'avril. On a quand même quelques questions préliminaires, évidemment, de contexte à vous poser. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Vous êtes donc au cœur de tous les débats du moment. Alors, parce que c'est pas facile de s'y retrouver dans toutes les institutions qui s'occupent d'énergie. Le rôle de la Commission de régulation de l'énergie, c'est quoi exactement ? Alors pour simplifier, faire une formule, la CRE c'est le gendarme de l'énergie. C'est-à-dire c'est l'acteur qui régule le marché de l'électricité et du gaz pour vérifier que tout se passe bien. Et en réalité, on a 3 grandes missions. La première, c'est de faire la tarification des réseaux. Comme les réseaux, les pylônes à haute tension, les conduites de gaz, ce sont évidemment des monopoles. On ne va pas dupliquer nos réseaux d'électricité. Il faut bien quelqu'un pour fixer les prix, fixer la trajectoire d'investissement. Donc on est le régulateur de référence des grands opérateurs de réseau en électricité et en gaz. Notre deuxième métier, c'est la surveillance du marché, donc le marché de détail pour les particuliers, pour les entreprises, avec la fixation des outils de pilotage du marché que sont les tarifs réglementés et la mobilisation de l'électricité nucléaire pas chère qui s'appelle l'AREN. Et puis le troisième métier, c'est au nom du gouvernement d'être l'opérateur de tous les appels d'offres sur les énergies renouvelables. Donc en gros, on a un rôle très concret sur l'accélération des renouvelables. On produit des appels d'offres régulièrement sur l'éolien, sur le solaire, et on espère avoir suffisamment de réponses pour que cette fameuse accélération des renouvelables puisse avoir lieu. Alors, question pas indiscrète, mais presque. C'est-à-dire que vous êtes au cœur, finalement, d'un secteur dans lequel il y a des débats presque quasi idéologiques, on peut le dire, hein, entre les fans de l'éolien, les anti-éoliens absolus. Vous êtes aussi au milieu d'enjeux pour d'énormes acteurs de l'économie française. On pense à EDF, on pense à Total et aux autres énergéticiens. En gros, on imagine que vous êtes soumis à des pressions permanentes. Comment on fait quand votre mission, c'est justement d'être indépendant, analytique et à ne pas vous laisser influencer finalement par toutes ces entreprises qui gravitent autour de la CRE? C'est le cœur de l'enjeu. C'est la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, c'est une autorité administrative indépendante. Donc ça veut dire qu'on a des pouvoirs propres et ça veut dire aussi que juridiquement, je ne peux recevoir d'instructions de personne. Moi, j'ai été nommée présidente pour 6 ans. C'est un mandat qui n'est pas renouvelable. Donc pas besoin d'être dans la campagne ou le lobbying pour le renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement possible. Je suis à la tête d'un collège. On a 4 autres commissaires. On est 5 commissaires, 160 agents. Et notre métier, notre devoir, c'est vraiment un devoir, c'est d'essayer de trouver le chemin de l'intérêt général en résistant aux pressions. Et c'est vrai que les pressions sont très importantes. Quand on négocie avec les réseaux, forcément, les gestionnaires de réseau nous disent qu'ils ont besoin de plus d'argent. Et les actionnaires des gestionnaires de réseau, par exemple EDF ou la Caisse des dépôts, viendra nous voir à un moment pour nous dire qu'on est trop dur et qu'avec ça, ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, etc., etc. Quand on fait les calculs des tarifs, la loi prévoit que ces tarifs doivent être ce qu'on appelle réplicables, c'est-à-dire que n'importe quel fournisseur doit pouvoir être en capacité de vendre à ces tarifs-là. Et donc on est entre les consommateurs qui considèrent que les tarifs sont toujours trop élevés et les fournisseurs qui considèrent que les tarifs sont toujours trop bas et qu'en réalité, à ce prix-là, ils ne gagnent pas d'argent. Donc les enjeux sont très importants et en particulier en période de crise, on manipule beaucoup d'argent, directement ou indirectement, avec les aides exceptionnelles type bouclier. Nos décisions ont un impact économique très important et on est appuyé pour ça, le collège, par 160 agents qui sont soit des juristes, soit des économistes, soit des ingénieurs et qui nous aident à décortiquer. En fait, la clé de l'indépendance, c'est la compétence. C'est le fait d'être transparent sur nos raisonnements, d'expliquer comment on calcule et de ne pas pouvoir être remis en cause parce qu'on n'a pas compris les choses de la bonne manière. Après, par définition, vous prenez une décision, elle est attaquée par la partie à qui ça ne fait pas plaisir, on a beaucoup de contentieux et on les gagne. Alors, il y a un sujet dont on pourrait penser qu'il ne vous est pas forcément, que ce n'est pas forcément une priorité pour vous, et pourtant c'est un sujet qui est au cœur de tous les débats, c'est la sobriété énergétique. On se dit, vous, votre rôle, bon, c'est que tout se passe bien, que l'électricité arrive, le gaz arrive, etc. Mais évidemment, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Est-ce que vous avez une mission, un rôle actif à jouer
dans cette recherche de la sobriété énergétique? On est très concerné par la sobriété parce qu'en fait, on est concerné par les prix. Et dans la crise dans laquelle on est, comme il y a un écart entre l'offre et la demande, il y a plus de demandes que d'offres, on y reviendra peut-être tout à l'heure, plus de demandes que d'offres, ça fait monter les prix. Et quand ça fait monter les prix, ça fait monter les prix pour tous les consommateurs, que ce soit vous et moi, les ménages, ou pour les consommateurs, les entreprises, les consommateurs industriels. L'une des manières de faire baisser les prix, c'est de réduire cet écart entre l'offre et la demande, donc plus d'offres, développement de plusieurs sources d'énergie, et moins de demandes. Donc au-delà du discours général sur la sobriété, du discours écologique, il y a un véritable effet prix à la sobriété, et d'ailleurs on le voit. Plus les marchés de l'énergie pensent qu'on va avoir des moments dans lesquels on n'arrivera pas à approvisionner le marché français, plus les prix sur le marché à terme sont élevés. Plus ils pensent que le passage de l'hiver sera facile, plus les prix baissent. Et puis, on est en train de travailler une feuille de route stratégique à la Creux, parce que je suis arrivée en août et j'ai trouvé que c'était utile de le faire. L'un de nos objectifs est aussi évidemment la transition écologique. Je ne vois pas comment on peut être le régulateur de l'énergie sans porter cet objectif. Et dans cet objectif, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc la sobriété redevient important aussi. Est-ce que c'est d'ailleurs, j'allais dire, le point de passage entre le renouvellement de l'offre énergétique? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même une énorme difficulté qui est d'un côté la réactivité des politiques, la réactivité des investisseurs sur la nécessité d'aller vers les énergies propres. Et puis, de l'autre côté, l'inertie des comportements de consommation, parce que c'est compliqué de changer de chaudière, parce que ça va être compliqué de renouveler rapidement notre parc automobile. Donc, on se dit, mais bon, c'est bien beau d'avoir des injonctions, de produire des ultimatums, il faut arrêter la voiture thermique en 2035, etc. Mais on se dit quand même, il y a une inertie des comportements et les vieilles énergies carbonées, on va encore en avoir besoin longtemps. Donc, comment on fait pour à la fois aller vers la transition et puis ne pas se retrouver finalement abandonné en rase campagne quand on a besoin des vieilles énergies? Alors, sur la sobriété ou la moindre consommation, il y a un pas qui est facile et qui est petit, qui est de baisser de quelques pourcents la consommation. Et pour ça, c'est simplement de la lutte contre le gaspillage, un peu de vigilance, un peu de modification des pratiques, sans avoir besoin de changer nos modèles de vie. Ça, c'est quoi? C'est 5%? C'est 5-10% peut-être. Ouais. C'est objectivement utile dans la période. Donc on en a réellement besoin. Chaque fois qu'EDF annonce un retard sur la sur le retour sur le réseau sur ses réacteurs, on se dit qu'on a particulièrement besoin de cet effort de quelques pourcents qui d'ailleurs a déjà commencé. Ensuite, pour le reste, vous avez complètement raison. Les changements nécessaires nécessitent des changements d'infrastructure, de mode de vie, enfin, c'est des changements qui ne se décrètent pas du jour au lendemain. Et moi, vous savez, j'étais au gouvernement pendant la crise des Gilets jaunes. C'est une crise que j'ai vue de près et qui m'a beaucoup marquée. Et puis le logement aussi, c'était votre portefeuille. Et il faut vraiment faire très attention aux injonctions sans solution. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire que de dire aux gens, voilà ce que vous devez faire, mais en fait, sans que ce soit possible pour eux de le faire. Ce qui veut dire que si on veut passer de la voiture thermique à la voiture électrique, il y a à la fois des enjeux techniques, combien on en construit, à quelle vitesse, avec quelle batterie, etc. Mais il y a aussi évidemment des enjeux de prix, d'accessibilité. La voiture électrique, elle est plus chère que la voiture thermique aujourd'hui. Donc il faut continuer à travailler ça pour éviter d'avoir un système à deux vitesses. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, ça c'est un sujet sur lequel je me suis battue pendant 2 ans que je connais bien. C'est évidemment beaucoup une question d'aide, pas seulement. Il y a une question de filière, avoir les bons artisans et les compétences et suffisamment de personnes au bon endroit. Mais il y a évidemment une question de subvention. À un moment, il faut cofinancer les travaux. Sinon, les familles, les ménages n'arrivent pas à faire les investissements nécessaires qui sont assez longs à se rentabiliser, même si c'est des beaux investissements dans lesquels on peut vraiment baisser la consommation. Donc c'est cet équilibre-là entre la technologie, les compétences qui sont absolument clés, et une période dans laquelle l'écart de prix en fait, est compensé par l'État sous une forme ou sous une autre ou par des subventions, c'est ce modèle-là qu'il faut faire évoluer et ça forcément ça prend beaucoup plus de temps. Donc pour aller vers 30% de sobriété supplémentaire, au-delà des 5 à 10% qui sont les plus faciles à faire, il faut passer par ces changements qui sont vraiment structurels.
Alors, c'est une question à laquelle tous vos experts doivent réfléchir, évidemment, à la Creux. C'est comment fait-on pour à la fois envoyer les bons signaux aux consommateurs et les préserver finalement quelque part de la réalité des prix. C'est-à-dire qu'on se dit, bah ok, pour le pouvoir d'achat à court terme, c'est effectivement important de pouvoir plafonner la hausse des prix du gaz ou de l'électricité. Et en même temps, on se dit, bah oui, mais du coup, ça n'incite pas à changer les comportements. Le fameux signal prix, comme disent les économistes, ne fonctionne pas. Comment on sort de cette contradiction ? Alors ça, pour le coup, c'est un choix vraiment très politique en réalité. C'est plus un choix du gouvernement ou du Parlement ou des deux. Et il a été fait, puisque pour les ménages, pour les particuliers, le choix qui a été fait, c'est de plafonner l'augmentation des tarifs à 15%. Et je pense que l'idée sous-jacente derrière ce choix, c'était d'essayer de trouver le bon équilibre entre protéger le pouvoir d'achat et quand même montrer qu'il existe une vraie augmentation, sachant que si on n'avait pas plafonné le gel des tarifs, on serait à, ça dépend des mois, plus 160, 170% sur les prix du gaz. Mais pour l'électricité, un peu au-dessus de 100%, 120, 130. Les chiffres changent évidemment chaque mois. Donc nous, la Creux, notre métier, c'est de dire voilà ce qui se passe s'il n'y a pas de bouclier. Mais vous avez donné votre avis sur les seuils, par exemple ? Et après, oui, on a participé à la concertation, donc on a donné notre avis. Mais in fine, c'est pas une décision facile à prendre, parce que quel est le bon point d'équilibre ? En tout cas, 15%, je pense que c'est un vrai signal prix. Ouais. Plus 15%, ça fait une différence significative. Et je pense que ça incite aussi à réduire le volume de consommation, donc la sobriété. Parce que si le prix augmente, mais que vous consommez moins de kilowattheures, in fine, votre facture, elle augmentera moins. Après, ça, c'est pour les particuliers, parce que pour les entreprises, on a des aides qui seront une partie de la facture, en fait, pour simplifier. Et donc là, les entreprises, elles auront une partie de l'augmentation qui restera à leur charge. Nous, et ça, c'est une initiative que j'ai prise, et je pense que c'était important, on publie maintenant chaque semaine les prix en coût complet hors taxe de l'électricité pour les PME en fonction de leur profil de consommation. Donc ça, typiquement, ce n'est pas une mission institutionnelle de la Creux. Il n'y a pas de texte qui nous dit qu'il faut qu'on fasse ça. Mais les entreprises étaient tellement perdues, on avait tellement d'appels, qu'on s'est dit au moins, il faut leur permettre d'avoir une référence fiable sur le prix de marché. Donc on publie des fourchettes, ce qui permet de savoir pour les entreprises que si leur fournisseur leur propose des contrats entre temps et temps, en gros, c'est le marché. Après, on peut regretter que le marché soit là où il est, mais c'est là où il est pour l'instant. Et donc, ça leur permet de savoir quand signer et quand pas signer. Pas grand monde a une réponse à cette fameuse question entre l'arbitrage fin du mois, fin du monde. C'est compliqué de faire la passerelle entre les deux. Est-ce que vous avez des pistes ? Est-ce que vous entrevoyez un petit peu le chemin qui va permettre de concilier les deux ? Je pense que c'est beaucoup un sujet charrue avant les bœufs ou bœufs avant la charrue. C'est-à-dire dire aux gens qu'il faut changer sans leur permettre de changer, c'est générer beaucoup de colère justifiée. Parce qu'on vous fait la morale d'une certaine manière, mais simplement, vous n'êtes pas en capacité de répondre à cette demande qui vient un peu moralisatrice sur le changement climatique. Et donc, il faut permettre à chacun de changer. Et permettre à chacun de changer, ça veut dire vraiment apporter des solutions. Donc, en transport, c'est à la fois baisser le prix de la voiture électrique, à la fois continuer à développer tout ce qui est piste cyclable, mobilité douce, revoir les sujets transport en commun, train, etc. Parce que dire à quelqu'un qui habite à 50 km de là où il travaille et à 10 km du premier commerce qu'il va falloir tout faire à vélo, c'est peut-être que les 10 km, ça se fait, les 50, ça se fait moins facilement. Après, ça pose des questions de cohérence des politiques publiques. Typiquement, ça pose la question de l'étalement urbain, de l'urbanisme. Donc, pour moi, il faut juste faire très attention à inciter au moment où c'est possible de répondre aux incitations pour tout le monde, y compris pour les plus modestes. Parce que sinon, on a un vrai risque de continuer les clivages à l'intérieur de la société.
Alors, il y a un point sur lequel on n'insiste pas beaucoup, y compris dans le discours politique d'ailleurs, ou pour un petit peu justement essayer de résoudre cette équation énergétique. On parle beaucoup de fiscalité, d'incitation fiscale, et je trouve qu'on parle pas énormément de solutions technologiques. On voit qu'il y a tout un tas d'entreprises qui ont des palettes de solutions pour consommer moins d'électricité, etc. Et je ne sais pas si vous partagez le sentiment que ces solutions ne sont pas assez sans doute mises en avant. Alors vous, à la Creux, vous êtes à un poste d'observation privilégié évidemment de toutes ces innovations. Est-ce que ça vous rend optimiste? C'est-à-dire est-ce que finalement ce gap entre l'effort qu'il faut vraiment fournir pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et l'effort que sont prêts à faire les Français et ce qui est supportable pour eux, on se dit il n'y a que la technologie qui va pouvoir combler ce gap. Est-ce que, compte tenu de ce que vous voyez, ça vous rend plutôt optimiste ou pas? Plutôt oui, parce que je pense qu'une partie de l'écart peut vraiment être comblée par la technologie et il y a beaucoup de sujets, typiquement dans la rénovation des bâtiments, c'est vrai, mais c'est vrai dans le stockage électrique, c'est vrai dans la mobilité, dans lesquels on a de plus en plus de solutions technologiques qui permettent de répondre aux besoins à des prix qui sont progressivement décroissants. Donc le mix de la technologie d'un côté et des aides publiques de l'autre, en particulier pour les ménages qui ont le moins de moyens, c'est en gros ça qui va nous aider. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout demander à l'État et que la décarbonation, l'atteinte du zéro net carbone des énergies propres, c'est vraiment un partenariat entre l'initiative d'entreprises, l'initiative de créateurs d'entreprises, d'investisseurs, de gens qui sont prêts à prendre des risques, de gens qui arrivent avec une technologie différente, à l'intérieur d'une politique publique qui le soutient et qui rend ça abordable pour tout le monde. Mais c'est effectivement... tout ne se résout pas par la fiscalité. Est-ce qu'il y a des sources d'énergie qui vous paraissent plus prometteuses que d'autres? Quand on voit le débat sur les éoliennes en mer, on se dit c'est beaucoup d'investissements, beaucoup d'infrastructures, beaucoup peut-être d'attaques aussi au paysage pour des énergies intermittentes, etc. Est-ce que finalement, à la Creux, vous avez vos chouchous un petit peu parmi les sources d'énergie? Non, parce qu'à la Creux, on est vraiment pour un mix diversifié et on est par ailleurs pour augmenter nos capacités de production d'électricité au maximum. En fait, maintenant, on a des scénarios qui ne sont pas faits par la Creux, mais par RTE, qui sont assez clairs. On va avoir besoin de plus d'électricité. RTE, c'est le gestionnaire, du réseau et d'électricité, du réseau de transport. On va avoir besoin de plus d'électricité significativement pour 2050 et par ailleurs de baisser beaucoup et beaucoup plus la consommation d'énergie carbonée, que ce soit le gaz ou, a fortiori, le pétrole. Donc ce plus d'électricité en valeur absolue, on ne l'aura que si on arrive à faire plus de nucléaire et plus de renouvelables, tout type de renouvelables. Alors, dans les éoliennes offshore, elles produisent plus que les éoliennes terrestres. Il est probable que l'acceptabilité est en fait plus facile pour une éolienne offshore que pour une éolienne terrestre. Donc c'est bien de continuer à les développer. On continue à avoir besoin d'éoliens terrestres. Et il y a des endroits où ça se passe bien, il y a des endroits où ça se passe pas bien, mais il y a aussi, moi j'en ai vu beaucoup, des endroits où finalement l'implantation se fait. Ça dépend beaucoup de l'accompagnement par les élus locaux. Et c'est un peu le sens de la loi qui est en cours de discussion sur les énergies renouvelables. On continue à avoir besoin de solaire. Et le solaire, notre sujet, c'est de ne pas artificialiser en parallèle. Donc c'est d'aller le mettre plutôt sur des friches, sur des terrains qui ont déjà été utilisés et qui ne le sont plus, ou trouver le point d'équilibre avec l'agriculture qu'il va falloir qu'on finalise, qui n'est pas encore complètement trouvé. Après, il y a des technologies qui sont déjà en train de se développer et qui n'ont pas encore totalement trouvé leur place. Je pense en particulier à l'hydrogène. On a beaucoup d'investissements dans l'hydrogène en ce moment. Et l'hydrogène reste cher à produire. Il faut produire de l'hydrogène vert, sinon ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup d'électricité verte pour produire de l'hydrogène. Et on a des vraies questions de savoir où le produire, comment le transporter, pour quel type d'usage. Donc il y a des sujets qui ne sont pas encore complètement mûrs et qui sont en train de mûrir vite. Donc il se passe des choses vraiment intéressantes. Est-ce que notre modèle électrique de demain, vous le voyez plutôt plus décentralisé qu'aujourd'hui, c'est-à-dire où on profite par exemple des caractéristiques naturelles des territoires, là où il y a beaucoup de forêts, peut-être un peu plus de bois, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous le voyez plutôt recentralisé avec d'énormes réacteurs nucléaires dispatchés un peu dans tout le pays? Je pense qu'il sera très décentralisé le réseau de demain. D'ailleurs, Enedis a sorti un chiffre récemment. En 2021, on a 600 000 installations photovoltaïques qui produisent en France.
C'était plus 20% de raccordement par rapport à l'année d'avant. On voit bien qu'on commence à avoir beaucoup de petites installations un peu partout. Et on n'est pas allé au bout de l'autoconsommation. C'est-à-dire on n'est pas allé au bout de la possibilité pour chacun, quand vous êtes en maison individuelle ou pour une copropriété, de mettre des panneaux solaires sur le toit et de produire une partie de l'électricité que vous consommez. Et si vous associez de l'autoconsommation à du stockage, pour l'instant le stockage n'est pas encore complètement, sa courbe de progression technique n'est pas encore tout à fait finie. Est-ce qu'on y arrivera un jour ? Oui, on y arrivera, je pense. Parce que c'est quand même le Graal de tous les électriciens. Oui, quoi. Mais il y a des endroits dans lesquels les choses sont plus avancées qu'en France. J'en discutais avec une entreprise que je ne citerai pas, mais qui me parlait de modèles en Australie ou en Californie. On peut d'ailleurs utiliser les batteries des voitures électriques comme élément de stockage. Donc on va probablement aller dans des systèmes qui acceptent une plus grande décentralisation. Et ça, c'est un enjeu très fort pour les réseaux, parce qu'en France, on a plutôt été planificateur. Donc on a des grands réseaux avec des grandes infrastructures. Les réseaux ne se sont pas toujours développés pour être en capacité d'aller raccorder une éolienne par-ci, 4 panneaux solaires par-là, etc. Or, c'est de ça dont on va avoir besoin. Dernière question, on parle beaucoup de toute la contribution des technologies pour résoudre tous ces problèmes, sauf que la technologie, les réseaux, etc., consomment de plus en plus d'énergie. Quand on voit la part de l'énergie dans le monde qui est consommée par tous les énormes serveurs pour Internet, pour le cloud, etc., on se dit, mais finalement, quel est le bilan de tout ça ? Est-ce qu'on ne va pas fabriquer un monstre consommateur énergivore ? Et de l'autre côté, ok, il y a des solutions, mais c'est quoi la solution ? En fait, on a un énorme gisement de réduction de consommation d'énergie et de décarbonation qui est le logement. Et ça va prendre des années d'efforts continus pour y arriver, mais plus on isole les logements et qu'on améliore les logements anciens, et plus on améliore la performance des logements neufs, et on l'a fait en sortant une réglementation ambitieuse il y a 2 ans, plus le secteur du logement arrête de consommer massivement de l'énergie. Il consomme encore de l'électricité, mais aussi du gaz. Donc ça, c'est un gisement important d'économie d'énergie. La mobilité sera aussi un gisement important d'économie de CO2, pas tellement d'énergie, mais de CO2, si on remplace de l'essence à la pompe par de l'électricité verte. Donc il y a des endroits dans lesquels on peut massivement faire des gains de CO2. Après, oui, les technologies elles-mêmes, elles ont besoin d'énergie pour être produites. Et il y a la question des serveurs. Pour l'instant, est assez marginale dans la consommation d'énergie. Et puis, les serveurs, c'est les data. Et les data, les données, elles nous aident aussi à faire du pilotage fin. Et elles peuvent nous aider aussi à réduire beaucoup. Si je reviens au bâtiment, la première chose à faire, c'est généraliser les thermostats pour arrêter de chauffer quand vous n'êtes pas là. Et ce n'est pas toujours le cas. On s'est rendu compte pendant le Covid qu'en fait, on chauffait à peine plus en période de confinement qu'en période de pas confinement. C'est pas normal, parce que normalement, quand les gens sont pas confinés, ils sont pas chez eux. Quand ils sont confinés, ils sont chez eux. S'ils chauffent autant chez eux quand ils sont pas là que quand ils sont là, c'est qu'on a un sujet. Donc, il y a pas mal de progrès possibles qui doivent nous permettre d'avoir une trajectoire nette positive. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Emmanuelle Vargon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission de régulation de l'énergie.